se concentrer sur le SEO à l'international et le SEO multilingue. Donc vraiment la première et la grande idée qui va traverser toute cette présentation, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode idéale, il n'y a pas une solution qui convient à tout le monde. On va vraiment parler de différentes pistes et il faudra réfléchir à toutes ces pistes selon votre marché, votre secteur d'activité, vos ressources internes et vos objectifs. C'est-à-dire que si par exemple dans vos ressources humaines, vous n'avez pas une équipe vraiment dédiée par pays, mais plutôt une équipe générale qui va s'occuper de chaque pays, ça va évidemment complètement bouleverser votre stratégie à l'international parce que vous n'aurez pas les mêmes ressources que si vous aviez vraiment une équipe dédiée à la gestion de chaque pays. Donc il y a tout plein d'éléments qui sont même en dehors, même du SEO, mais vraiment par rapport à votre stratégie business qu'il faudra prendre en compte pour trouver la meilleure solution, la solution la plus adaptée, la stratégie sur mesure pour votre référencement. Donc aujourd'hui, on va parler donc du SEO international et on va faire une petite analogie à la conquête amoureuse. Donc on pense vraiment ce SEO comme la conquête d'un nouvel amour et donc on passe un peu par les mêmes étapes. Donc la première grande étape va être d'appréhender cette nouvelle rencontre. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à comprendre, à connaître la personne qu'on veut conquérir. Donc par exemple, un nouveau pays, on va essayer de comprendre un peu à quoi il ressemble, sa culture pour pouvoir s'adapter à lui. La deuxième partie va être vraiment de connaître ses rivaux. Donc par exemple, si vous avez une personne en vue, savoir qu'il y a d'autres personnes qui sont un petit peu aussi dans la course, vous pourrez vous adapter pour essayer évidemment de contrer leurs attaques. La troisième étape, ce sera vraiment de pouvoir trouver les bons mots pour pouvoir la courtiser, donc pouvoir draguer, de pouvoir convaincre en utilisant les bons mots et justement ne pas la choquer avec des termes qui ne sont pas adaptés à sa personnalité. Et la quatrième étape, ce sera vraiment de pouvoir se préparer pour le premier rendez-vous. Donc comme on pourra aller faire une nouvelle coupe de cheveux ou s'acheter une nouvelle tenue, on va aussi préparer son site web techniquement pour pouvoir bien fonctionner et conquérir ce nouveau marché. Donc la toute première étape, comme je le disais, c'est pouvoir appréhender sa nouvelle conquête. Hop, voilà. Donc pour cela, on va d'abord essayer de trouver justement sur quel marché c'est le plus intéressant de pouvoir se positionner. Donc pour pouvoir définir un nouveau marché, on va pouvoir mettre en place différents critères de sélection. Le premier semble évidemment le plus logique, c'est évidemment de regarder quels sont vos objectifs business. Donc par exemple, vous êtes dans une certaine entreprise, vous aurez peut-être plus d'intérêt à vouloir aller en Italie, en France ou autre. Donc selon vos propres objectifs commerciaux et d'évolution, vous allez choisir l'un ou l'autre marché. La deuxième, c'est évidemment cette demande dans ce marché-là. Donc par exemple, vous aurez un produit où vous allez voir que dans un certain type de marché, ce produit n'existe pas encore ou alors dans la population, il y a vraiment un réel intérêt pour ce produit-là. Et donc vous aurez peut-être plus de chances d'aller d'abord dans ce type de pays que dans un autre marché où le marché est déjà complètement saturé. Et le troisième critère, c'est vraiment le ROI potentiel. Donc c'est le coût d'investissement par rapport au fait d'entrer dans ce pays par rapport à ce que vous pourrez en tirer. Donc évidemment, voir si finalement c'est un investissement qui s'avérera rentable. Le critère sur lequel on peut vous aider, nous, c'est évidemment la demande du marché parce que ce sont des informations que vous pouvez déjà voir avec toutes les données, par exemple, de Google Analytics. Donc vous pouvez déjà voir sur votre trafic de votre site web actuel si vous avez déjà du trafic qui vient d'un autre pays que de Belgique. Donc pour cela, vous allez dans tout ce qui est audience, données géographiques, et là vous verrez les langues et les zones géographiques sur lesquelles vous avez déjà du trafic. D'autres données peuvent être utilisées comme tout ce qui est évidemment données CRM et les études de marché. Donc si vous voyez déjà que dans votre CRM, vous avez déjà des clients qui viennent de France, d'Espagne ou autres, c'est déjà un bon point pour savoir que ces marchés sont intéressants pour vous. Pour vous donner un petit exemple, on va imaginer une entreprise belge. Pourquoi elle pourrait décider de s'ouvrir en France et donc ouvrir sa filiale dans ce pays-là? On pourrait déjà voir par exemple dans Analytics qu'il y a beaucoup de trafic web qui vient de la France et que c'est surtout un trafic de qualité. Donc on va voir que ce trafic-là donne déjà des conversions, s'inscrit à des newsletters, répond à certains formulaires, met des commentaires sur les pages Facebook ou autres. Donc on va vraiment voir avec toutes les infos de votre trafic web si vous avez déjà un trafic de qualité venant de ce pays-là. Dans les données CRM, comme je le disais préalablement, on pourrait très bien avoir déjà des demandes pour des devis qui viennent de France. Dans les objectifs commerciaux, on pourrait très bien se dire, la France, c'est une bonne opportunité parce que finalement, c'est la même langue, donc c'est beaucoup plus facile. On pourrait très bien se dire qu'on n'investit pas encore dans une équipe sur place, mais qu'on fonctionne avec l'équipe belge dans un premier temps pour justement faciliter avec cette langue qui est assez similaire.
Et on pourrait également avoir des études de marché qui montrent qu'en France, il y a un réel intérêt pour votre service. Et par rapport aux concurrents qui sont déjà là, vous avez, vous, une valeur ajoutée qui serait par exemple le côté familial de votre entreprise ou justement le côté où vous gérez déjà un pays qui est déjà multilingue avec le néerlandais, l'allemand et le français. Et donc les Français, eux, n'ont peut-être pas cette même habitude du côté multilingue. Et donc vous pourriez avoir cet intérêt, cet atout par rapport aux entreprises françaises. Donc il y a plusieurs informations qui pourraient vous donner l'envie et l'idée de vous dire que la France est vraiment le pays principal à viser pour cette année. Évidemment, une fois que vous avez vraiment décidé votre pays, qu'il soit la France, l'Allemagne ou autre, vous devez voir à quoi ressemble ce pays-là. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir savoir quelle est sa culture, ses valeurs et sa personnalité. Par exemple, en Allemagne, on sait qu'ils sont très forts sur l'esprit qualité, qualité prouvée. Donc, c'est un pays où il faudra pouvoir mettre vraiment des arguments, des certifications, des preuves que votre produit est vraiment un produit de qualité. Cette culture-là n'est pas forcément la même ailleurs. Donc, il faudra vraiment pouvoir comprendre comment fonctionne le marché pour pouvoir vous adapter et surtout donner les bons arguments pour ce marché-là. Aussi, autre information importante à savoir, c'est tout ce qui est obligation légale. Donc, se lancer dans un autre pays, c'est aussi s'adapter à une autre loi, à une autre législation. Et donc, dans certains pays, par exemple, rien que pour acheter un nom de domaine, vous êtes obligé d'avoir une entreprise qui est située dans ce pays-là. Donc, c'est toutes des informations évidemment légales que vous devez pouvoir connaître avant même de lancer toute la démarche pour être sûr d'être prêt et de ne pas faire d'erreur et de ne pas vous retrouver bloqué une fois que la machine est déjà lancée. Donc là, on a vraiment déjà trouvé notre marché cible, mais maintenant, on va se concentrer à savoir quels sont nos rivaux. Donc sur ce marché cible que l'on a décidé, quels sont mes concurrents directs, mais également indirects. On parle de deux types de concurrents parce que sur les moteurs de recherche, les concurrents sont vraiment très différents. Donc on n'aura pas que les concurrents du marché, mais on aura aussi tous des concurrents qui vont se cibler, qui vont ressortir sur les moteurs de recherche, mais qui ne vont pas forcément vendre le même service ni les mêmes produits au final. Donc, au-delà des concurrents de votre marché, vous aurez évidemment tout ce qui est sites d'information, les encyclopédies. Donc, par exemple, Wikipédia ressort toujours très bien sur les moteurs de recherche. Donc, vous pourriez très bien avoir une recherche qui est même simplement référencement naturel. Bon, on aura des sites d'information qui vont s'y ressortir pour simplement informer, définir ce service. On a évidemment tout ce qui est aussi site de presse et d'actualité. Donc, par exemple, tout ce qui est dans l'automobile, au moment du salon de l'auto, on sait qu'au niveau des assurances, ils vont être aussi concurrencés par tous des sites d'information, comme ici en Belgique, RTL TVI, etc., parce qu'ils vont faire des papiers sur ces mêmes mots-clés. Donc, c'est aussi des concurrents qui doivent être pris en compte sur les moteurs de recherche. Tout ce qui est blog aussi a beaucoup d'influence et beaucoup de présence. Eux ne visent vraiment qu'à créer une communauté et à informer, mais ils ne vont peut-être pas forcément vendre votre produit, mais évidemment, ils parleront des mêmes sujets et donc seront concurrents pour vous. Les sites évidemment orientés consommateurs vont aussi avoir beaucoup d'influence, comme Test Achat ou les comparateurs. En assurance aussi, c'est un des plus grands concurrents dans les moteurs de recherche, parce que quand on cherche une assurance auto ou autre, on va avoir énormément de comparateurs qui vont sortir, et tous ces comparateurs-là vont évidemment parler peut-être de vous, mais vont parler aussi de tous vos concurrents, donc c'est évidemment aussi des sites à prendre en compte. Les sites institutionnels ont aussi énormément de visibilité. Vu qu'ils représentent le gouvernement, Google leur donne vraiment un grand poids. Donc si vous avez des thématiques de recherche qui aussi sont traitées par ces sites institutionnels-là, vous allez savoir que vous serez aussi en concurrence avec ces sites qui sont très forts dans les moteurs de recherche. Et les derniers, c'est évidemment tout ce qui est application web qui peut aussi se retrouver sur les moteurs de recherche et qui ne vont pas forcément avoir la même finalité que vous, mais qui sont aussi des concurrents. Donc ça fait vraiment énormément de concurrents qu'il va falloir prendre en compte quand on parle de SEO international, que l'on ne prend peut-être pas en compte dans le marketing classique. Donc ça peut faire peur à première vue, mais rassurez-vous, évidemment, ça ne veut pas dire que c'est impossible de se lancer en SEO international. C'est juste pour être conscient en fait des autres sites qu'il faut garder à l'œil et donc ne pas juste se focaliser sur ses concurrents du marché. Pour pouvoir connaître justement toute cette concurrence, il y a des outils qui existent comme évidemment des outils Google ou également SEMrush. Nous évidemment chez Universem, on utilise un outil interne qui est notre propre dashboard créé par nos soins qui nous permet de mettre certains mots-clés et sur ces mots-clés-là, on va pouvoir voir quels sont les autres sites qui performent très bien. Et c'est une manière parfois de se rendre compte que certains sites que l'on n'imaginait pas
au départ être nos concurrents se retrouvent aussi dans cette thématique. Et donc, c'est aussi des sites à garder à l'œil quand on veut optimiser notre site web. On réalise aussi également d'analyses sur une large base de mots-clés. Donc, ce graphique-là fait un petit peu peur à première vue. Mais voilà, globalement, l'idée, en fait, c'est de savoir sur une certaine liste de mots-clés. Donc, imaginons qu'on a une liste de 100 mots-clés. Ces 100 mots-clés vont représenter un certain nombre de volumes, donc par exemple 25 000 recherches par mois. Et on va regarder sur nos concurrents quelles sont leurs positions. Donc par exemple, si un concurrent A est premier sur un mot-clé avec un volume de 100 recherches, il aura un trafic potentiel très élevé parce que la première position a un taux de clic très élevé. Mais un autre concurrent B aura peut-être une position 5 sur un mot-clé qui vaut que 20 en recherche mensuelle, il aura évidemment beaucoup moins de trafic estimé. Et donc, avec toutes ces positions sur tel type de mots-clés, avec tel type de volume, on va pouvoir calculer un trafic estimé et donc voir quel est le site web qui finalement est le plus performant. Dans notre exemple ici, évidemment, le bleu clair avec 1454 visites estimées par mois et le petit rond rose avec plus de 1200 visites sont évidemment les deux qui sont les plus à garder en vue parce que c'est ceux qui sont les plus performants à l'heure actuelle. Donc on a déjà passé les deux premières étapes qui sont finalement les étapes qui sont peut-être un petit peu moins liées directement au SEO mais évidemment à toute une stratégie plutôt de business, une stratégie corporate. Maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec évidemment tout ce qui est recherche de mots-clés. Donc une fois qu'on a notre marché et qu'on connaît nos concurrents, on va pouvoir savoir quels sont les mots-clés à employer mais surtout quels sont les mots-clés sur quel moteur de recherche. Parce que la question du moteur de recherche peut paraître peut-être un peu anodine en Belgique parce qu'on sait qu'évidemment Google a une domination énorme, mais dans certains pays, il faut se rendre compte que ce n'est pas forcément le même cas et donc il faut parfois s'habituer peut-être à connaître d'autres moteurs de recherche pour pouvoir s'adapter à leurs autres spécificités. Donc ici, c'est une liste de plusieurs moteurs de recherche qui existent comme Google, mais il y a aussi Yandex, Bing, Baidu, Yahoo Bing. Donc c'est beaucoup de moteurs qu'on ne connaît pas nécessairement en Belgique, mais qui ont aussi leur place. Dans l'international, on a vraiment clairement une domination de Google. Donc là, on est à plus de 92% des parts de marché. Mais vous verrez que selon certains pays, cette réalité n'est pas aussi forte. Par exemple, rien qu'aux États-Unis, on voit vraiment que Yahoo et Bing, qui évidemment font partie de la même famille, commencent vraiment à faire une percée. Ils sont énormément présents dans tout ce qui est aussi placement de produits parce qu'ils veulent vraiment conquérir les jeunes et pouvoir surpasser un jour Google. Donc on voyait que dans la part internationale, Google était à plus de 92%. Ici, aux États-Unis, ils sont déjà plus qu'à 80-82%. Donc, on voit déjà quand même une nette différence pour les États-Unis. Et donc, Bing et Yahoo seraient peut-être aussi quelque chose à regarder, à ne pas perdre de vue, parce qu'on sait qu'avec les années, ils vont finir par vraiment grandir. En Chine, c'est encore vraiment plus flagrant, parce qu'en Chine, il y a des règles légales très fortes. Et en fait, Google est censuré, que ce soit en Chine ou en Corée du Sud. Donc forcément, du fait de leur censure, ils sont beaucoup moins utilisés. Et donc là, si vous voulez vous dire que votre prochain marché, ça va être la Chine, vous allez devoir regarder Baidu ou aussi Shenma, mais en priorité Baidu. Donc c'est aussi tout un autre univers de recherche avec énormément de contrôle qu'il va falloir prendre en considération pour pouvoir réussir son SEO international en Chine. Autre exemple, c'est la Russie, où là, on a Google qui n'a que dans les 40% de part de marché et Yandex qui est aussi un moteur de recherche plutôt russe, qui est aussi beaucoup plus efficace. Donc encore une fois, si vous avez plutôt l'envie de vous lancer en Russie, c'est une information, une donnée que vous devez prendre en considération. Maintenant que vous savez dans quel pays vous devez regarder quel moteur de recherche, vous allez regarder quelles sont les requêtes que les internautes vont taper dans ces moteurs de recherche-là. Donc ici, nous, on va plutôt parler évidemment de tout ce qui est Google parce qu'en Belgique et en Europe, ça reste quand même le grand pilier. Et donc, on va regarder finalement comment savoir quels sont les critères de recherche. Donc, la recherche de mots-clés, tout d'abord, qu'est-ce qu'un mot-clé? Au final, un mot-clé, c'est ce que la personne va taper évidemment dans son moteur de recherche, dans sa petite barre. Et donc, le mot-clé peut être vraiment tout et n'importe quoi. On voit parfois les requêtes, les tops des requêtes les plus marrantes de l'année. Voilà, ça peut être forcément un peu, on peut partir dans de nombreuses directions. Donc nous, on va essayer de rechercher ce qui est plutôt le mot-clé idéal. Le mot-clé idéal va être évidemment tout ce qui est mot-clé fort recherché, donc avec un très fort volume de recherche. Donc par exemple, on sait que assurance auto va avoir énormément plus de volume de recherche que assurance voiture. Donc c'est un point, une donnée à prendre en compte.
Un mot-clé idéal, c'est aussi un mot-clé qui va avoir très peu de compétition. Donc forcément, la compétition, c'est le fait qu'il y ait déjà énormément de sites qui se positionnent sur ce mot-clé-là et qui sont très bien optimisés sur ce mot-clé-là. Si vous allez choisir un mot-clé qui a déjà une forte compétition, vous allez avoir plus de mal à les dépasser. Donc c'est une info aussi à prendre en compte. Et le dernier critère, c'est évidemment avoir un mot-clé qui a une grande valeur, c'est-à-dire qui est très proche de la conversion. Un mot-clé où c'est achat tel produit aura toujours plus de valeur que juste une recherche au départ sur une thématique beaucoup plus large. Évidemment, ce type de mot-clé-là idéal est très difficile à trouver parce qu'en général, quand il y a déjà beaucoup de volume de recherche et une valeur très haute de conversion, il y a déjà beaucoup de compétition. Donc c'est pour ça qu'on va aussi parler en SEO de tout ce qui est long train. La longue traîne, c'est le fait qu'on va construire son analyse sémantique en allant de plus en plus dans le précis. Donc on va aller d'abord dans quelque chose d'assez vague comme le référencement naturel, et puis on va aller de plus en plus loin dans la composition du mot-clé, dans le fait que au-delà du référencement naturel, on va ajouter d'autres combinaisons pour faire des mots-clés un peu plus longs comme agence référencement naturel, comment faire du SEO, aussi avec le vocal, les questions sont de plus en plus opportunes, et aussi comparaison agence SEO. Après, on arrivera dans une intention d'achat beaucoup plus forte avec, par exemple, là déjà, des personnes qui nous auraient déjà trouvé aux 2 premiers stades. Ils taperaient directement Universem ou Agence Universem ou Universem SEO. Mais aussi, par exemple, là, vraiment concrètement, le fait de trouver une agence SEO. Donc, la longue traîne est vraiment très importante parce que finalement, plus on va ajouter de caractéristiques à un produit, plus ça va être spécifique, mais plus il y aura aussi moins de volume de recherche. Ça ne veut pas dire qu'on va complètement abandonner les mots-clés qui ont beaucoup de volume, mais on va juste diversifier sa page en ajoutant de nombreux mots-clés qui ont moins de volume, mais aussi moins de compétition, et donc sur lesquels ça va être un peu plus facile de se positionner pour finalement essayer d'obtenir de plus en plus de volume de recherche grâce à ces mots-clés-là et pouvoir avoir un poids, une importance de sa page qui va pouvoir finalement concurrencer des mots-clés qui sont peut-être plus compliqués aux premiers abords. Donc c'est vraiment cette stratégie de pouvoir compiler mots-clés volumineux difficiles avec des mots-clés qui sont peut-être un peu moins volumineux, plus précis, mais beaucoup plus simples pour se positionner. Pour connaître évidemment les volumes de recherche et voir un petit peu les tendances, Google met à disposition 2 outils. Le tout premier, c'est le Google Keyword Planner, qui est en fait un outil à la base plutôt dédié au SEA, donc à l'AdWords. Donc pour pouvoir bénéficier de cet outil, vous devez avoir un compte AdWords et dépenser un certain montant d'abord en publicité. Donc il ne le donne pas gratuitement au SEO. C'est malheureux, mais évidemment il pense à son business. Donc dans le Keyword Planner, vous allez pouvoir intégrer certains mots, donc par exemple mettre référencement naturel, référencement organique, référencement SEO et voir les différences de volume entre ces 3 dérivés de la même thématique. Et donc vous verrez par exemple que référencement naturel aura peut-être plus de volume que référencement organique. Ce Keyword Planner va aussi vous donner différentes idées de mots-clés qu'il estime lui évidemment être liées à cette thématique. Parfois évidemment il y a quelques petites surprises, on a des choses qui n'ont pas forcément beaucoup d'utilité. Mais voilà, en regardant ces idées, ça peut vous donner parfois aussi d'autres idées de mots-clés à employer sur vos pages. Deuxième outil de Google qui est aussi assez utile, c'est tout ce qui est Google Trends. Google Trends va vous donner une idée beaucoup moins précise du volume de recherche, mais il va vous donner une idée de l'évolution dans le temps. Donc par exemple, pour notre recherche référencement naturel, référencement SEO, on voit peut-être qu'au départ, on avait des volumes assez similaires, mais de plus en plus, on voit que référencement naturel va être plus utilisé que le référencement SEO. Pour certains critères, on voit vraiment qu'il y a une grosse mode et qu'il y a des nouveaux termes, par exemple parfois des termes qui étaient d'abord qu'en anglais, qui commencent à être traduits en France et qui sont de plus en plus utilisés par les Français. On va voir que on pourrait estimer que dans 5 ans, le terme qui aurait été francisé sera beaucoup plus important que le terme anglophone de base. Donc c'est toujours intéressant justement de pouvoir voir ces tendances pour ne pas penser son SEO qu'à l'heure d'aujourd'hui, mais évidemment le voir sur du plus long terme parce que le SEO est un travail qui se fait vraiment dans le temps et qui prend beaucoup plus de temps que par exemple une campagne qu'on va gérer au day-to-day. Là, le but était vraiment de pouvoir définir des mots-clés qui ont un certain intérêt en termes de volume, mais aussi de compétition. Mais une fois qu'on a les mots-clés, il faut évidemment savoir comment on va les utiliser. Donc là, on va vraiment parler de contenu et de content marketing, parce que le contenu sur le web est différent du contenu papier, où le contenu papier aura juste comme intérêt d'être bien écrit pour l'utilisateur. Mais dans le contenu web, on va devoir penser à l'utilisateur, mais aussi au moteur de recherche. Et c'est là qu'on va devoir évidemment intégrer les mots-clés qu'on aura trouvés dans notre recherche préalable. Donc un contenu qui est vraiment SEO friendly, il va avoir plein de critères, donc il va être assez long pour pouvoir être assez
assez riche. Il va être lié à des pages populaires, il va être unique, donc c'est-à-dire pas dupliqué sur son propre site, mais aussi par rapport à des sites externes, orienté web forcément, mais il va aussi avoir 3 critères qui vont être énormément orientés au niveau des mots-clés. C'est-à-dire qu'un contenu va parler d'une seule thématique. On ne va pas mélanger différentes thématiques ensemble sur un même contenu parce que finalement Google ne va pas comprendre ce contenu-là sur quelle requête il doit ressortir. Mais il va de toute façon quand même être sémantiquement riche. Ça veut dire que par exemple si on est sur l'assurance auto, on va garder cette thématique assurance auto, mais on va avoir plein d'autres sous-thématiques, d'autres dérivés du mot-clé qu'on va pouvoir utiliser. Donc par exemple, si on parle d'assurance auto, on ne va pas juste focaliser le contenu sur assurance auto, mais on va aussi parler d'assurance voiture, assurance véhicule, prix assurance auto, comparaison, assureur, etc., etc. Donc on va avoir plein d'autres mots-clés, diversité de mots-clés qui vont devoir être utilisés sur cette même thématique. Et le dernier point qui est vraiment focus mots-clés, c'est les méta-tags. Donc dans une page web, on va avoir certaines zones qui vont être vraiment très très chaudes en termes de SEO. C'est la balise title, donc le petit titre qui arrive dans le moteur de recherche, les 2 petites lignes de description, l'URL, le H1, les éléments aussi sous les images. Donc tous ces éléments-là, on va essayer d'intégrer des mots-clés là-dedans, des mots-clés intéressants pour pouvoir optimiser mieux son contenu. En international, on va aussi évidemment faire en sorte que notre langage soit adapté au marché cible. Donc parfois, on va avoir un ciblage qui va être juste francophone, mais le problème, c'est que le francophone de Belgique ou de France n'est pas toujours le même. Juste avant de partir au slide suivant, les 2 critères vraiment à vraiment éviter en tout point, c'est le duplicate content, donc d'avoir un contenu dupliqué sur son propre site, et aussi la suroptimisation, donc c'est de mettre le même mot-clé vraiment partout sur sa page. Donc comme je le disais, le français de Belgique et le français de France n'est pas le même, donc parfois ça vaut quelques petites blagues de nos voisins. Mais donc voilà, en Belgique on va parler de chiconque, en France on va parler d'endive, donc il y a plein d'exemples comme ça, dîner, déjeuner, biscuit, gâteau sec. C'est tous des éléments évidemment qu'il faut prendre en compte quand on va écrire du contenu pour la France. Comme nous on est belges, on va avoir tendance naturellement à parler de notre même, avec notre vocabulaire, nos habitudes, mais évidemment il faut pouvoir s'adapter. Bêtement aussi 70-70, nous on n'a pas le réflexe du 70, que si on fait une petite vidéo même pour la France, il va peut-être falloir penser à ces petites subtilités de la langue. Quelques petits exemples similaires aussi entre la Belgique et le Québec. En Belgique, on va parler d'horloge, tandis qu'au Québec, on va parler de cadran. Même pour le maillot de bain, là-bas, ils vont dire costume de bain. Évidemment, c'est tous des éléments qu'il faut connaître que, évidemment, nous, en tant que Belges, on ne connaît pas toujours forcément. Et donc, ne pas hésiter aussi à discuter avec des natifs du pays pour, évidemment, essayer de bien distinguer ces différences, que ce soit au niveau de la culture, mais aussi, évidemment, en termes de langage. Et vous verrez dans votre recherche de mots-clés, évidemment, que vous n'aurez pas forcément les mêmes volumes pour maillot de bain et costume de bain si vous êtes en Belgique ou au Québec. Donc là, on arrive à la dernière partie, qui est une partie assez dense, parce que c'est évidemment tout ce qui est optimisation technique de votre site web. Donc c'est le fait de vous préparer évidemment pour vous lancer dans ce nouveau pays. Donc petit récapitulatif, vous avez choisi votre marché cible, donc par exemple la France. Vous avez défini tous vos concurrents dans ce marché-là, qu'ils soient directs ou indirects, donc qu'ils soient vos concurrents du marché ou vos concurrents SEO. Vous avez aussi défini quel était le moteur de recherche qui était le plus important, Google ou autre, et aussi les mots-clés qui étaient les plus intéressants à utiliser dans ce marché-là. Et donc peut-être déjà distinguer les différences entre la Belgique et la France. Maintenant, vous allez pouvoir définir finalement quel est votre ciblage géographique en termes de site web et aussi au terme de linguistique. Est-ce que vous allez faire un contenu francophone différent pour la Belgique et la France ou est-ce que vous allez garder un seul contenu qui va être pour tous les pays? Donc on va essayer de vous guider au mieux dans ces choix techniques, même si, comme je le disais au tout début de la présentation, on n'est pas dans une solution idéale, mais dans plusieurs possibilités qu'il va falloir regarder selon vos critères. Les différents indices clés pour aider Google à comprendre dans quel pays vous allez vouloir vous lancer, donc quel est le pays finalement adapté à votre site web, sont mettre évidemment tout ce qui est domaines nationaux. Donc votre nom de domaine va avoir énormément d'importance en termes de ciblage international. Il y a évidemment tout ce qui est attributs de langue que l'on verra par la suite, la localisation de votre hébergement, la Google Search Console, les liens externes et les indicateurs via vos contenus. Donc tous ces éléments-là sont les éléments que nous allons voir maintenant. Mais avant même évidemment de rentrer dans le vif du sujet, il faut évidemment se rendre compte, comme je le disais, qu'on n'est pas dans une solution idéale, mais dans plusieurs choix possibles que l'on va regarder, que l'on va analyser et voir ce qui est le plus pertinent pour vous. Et vous allez devoir choisir donc quelle est la structure pour votre site. Donc d'abord, définir votre stratégie de ciblage pour votre site web, c'est-à-dire est-ce que vous allez définir votre site web plutôt par langue ou par pays.
Donc pouvoir déjà rien que répondre à cette question-là sera un élément vraiment primordial pour savoir comment vous allez structurer tout votre site. Donc veillez vraiment à avoir cette réponse-là avant même de vous lancer dans du développement et autres, parce que ça va vraiment chambouler toute votre structure. Donc c'est vraiment important de pouvoir fixer ça au préalable. Évidemment, vous allez adapter cette réponse à la stratégie de votre marché, mais aussi à la logique des moteurs de recherche, parce que Google, on a un Google Belgique, on a un Google allemand, on a un Google espagnol, on a un Google suisse, on a un Google français, on a vraiment un Google par pays. Donc la stratégie des moteurs de recherche est plutôt de cibler par pays plutôt que par langue. On n'a pas un Google francophone, un Google néerlandophone qui serait pour la Belgique et les Pays-Bas. On a vraiment juste un Google par pays. Donc pouvoir déjà essayer, si possible par rapport à votre marché, à votre business, de pouvoir s'adapter plutôt par pays que par langue va déjà être un atout pour vous. Ensuite, une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez essayer de voir quelle va être la structure même de votre site web, c'est-à-dire le nom de domaine. Ça, c'est le choix le plus casse-tête en général, parce que ça va prendre en compte énormément de critères, qu'ils soient positifs et négatifs. Chaque solution va avoir des points positifs et négatifs, et donc voir si, selon vous, ces points négatifs sont vraiment des limites infranchissables, ou alors si c'est des choses qui peuvent facilement être réglées pour vous. La première solution, donc quand on cible par pays, c'est évidemment d'avoir une extension qui est géolocalisée. Donc c'est-à-dire d'avoir votre nom de domaine .fr, votre nom de domaine .be, votre nom de domaine .es pour l'Espagne. C'est la solution idéale. Question, dans mon cas, nous avons un nom de domaine.com. Ah, le nom de domaine.com. On allait on va y venir, on va y venir rapidement avec la sélection des langues, vous allez voir. On a la même chose chez Universem et on a bien discuté, donc on va en discuter maintenant, vous allez voir tout de suite, vous allez comprendre. Donc en fait, juste pour répondre, le .com à la base est normalement une extension géographique qui est dédiée aux États-Unis. Le .us n'existe pas, c'est le .com normalement. Évidemment, ça a été de plus en plus utilisé pour un domaine international. Le fait aussi, le problème de vouloir cibler plein de pays en même temps et donc d'avoir un .com qui est général, c'est que c'est un peu comme toujours dans ce côté relation amoureuse, c'est comme on dit, courir plusieurs lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. Donc c'est toujours le petit problème. Donc évidemment, dans ce cas-là, quand on a déjà un .com, on va essayer de trouver d'autres solutions. Et donc c'est dans les solutions qui sont dans les propositions, par exemple, avoir un sous-domaine dédié à chaque pays. Donc là, je vais juste aller de 1 à 1 pour bien suivre la logique des différents type de structure, et donc on verra après si finalement on peut peut-être plus vous aiguiller dans ce cas-là. Donc comme je le disais, le premier choix, c'est évidemment les extensions géographiques, le .fr, le .be. C'est la meilleure indication de la géolocalisation pour Google, mais c'est aussi une manière d'avoir vraiment des sites purement autonomes et donc avoir des sites complètement indépendants pour chaque pays. Ça permet d'avoir un design, un look and feel, même une structure complètement adaptée à la manière de fonctionner de l'autre marché. Mais évidemment, à côté de ça, c'est une gestion énorme en termes de gestion de nom de domaine et de coûts, parce que c'est tout dépend du nombre de pays, mais par exemple ici 2 ou 3 ou 4 sites web à devoir gérer en parfaite autonomie. Donc si vous voulez faire une modification, c'est peut-être une modification que vous allez devoir faire 4 fois. Comme on le disait au début, évidemment, tous ces choix-là ne vont pas être qu'un choix en termes de référencement, mais aussi voir évidemment vos forces en interne. Donc forcément, si vous avez déjà une équipe pour chaque pays, ce sera beaucoup plus facile de pouvoir adopter ce type de choix, parce que vous aurez déjà, par exemple, une filiale dans chaque pays pour gérer le site web. Donc c'est pour ça aussi que donner des conseils par rapport à un ciblage, on peut le faire comme ça juste par instinct, mais évidemment il faut pouvoir connaître vraiment toute votre organisation et votre logique business pour pouvoir évidemment vous donner la meilleure optique pour vous. Donc le deuxième choix, c'était évidemment tout ce qui était le domaine générique, donc avoir le .com. Mais alors à ce moment-là, ne pas faire de ciblage par pays, mais uniquement par langue. Donc là, c'est pas forcément la logique la plus idéale, parce que comme on l'a vu, Google est plutôt dans un ciblage par pays que par langue. Mais ça peut être une solution qui est choisie, parce que justement, on a quand même ce côté ciblage linguistique, et on veut peut-être pas forcément faire de différence entre un Belge de Belgique et un Français de France. On a une gestion évidemment beaucoup plus simple, parce qu'on n'a qu'un seul nom de domaine, on va juste avoir une seule version linguistique, et on aura juste à gérer le fait d'indiquer que le site existe en français et en anglais. Mais évidemment, on n'aura pas tout ce ciblage géographique. Donc si vous voulez vraiment montrer que vous êtes en France, en Espagne et autres, vous allez, avec cette option-là, être très vite limité. C'est aussi un contenu qui ne va pas être adapté à toutes les particularités culturelles qu'on a vues précédemment. Donc on aura un seul contenu francophone, peu importe de quel pays on vient. Donc évidemment, on aura peut-être un Français qui va peut-être moins se reconnaître dans notre contenu francophone.
Après, par exemple, le domaine générique avec répertoire par langue fonctionne très bien. Si par exemple on est uniquement en Belgique, on va avoir un .be/fr, un .be/nl. Ben là, on rentre évidemment dans juste en fait la combinaison du point 1 et du point 2. Donc on est dans quelque chose évidemment beaucoup plus simple quand on est dans un seul pays où on aura l'extension géographique avec le répertoire pour chaque langue. Vu qu'évidemment en Belgique, on va évidemment chaque fois être dans un site qui est plus vite multilingue que dans un autre pays. Le troisième choix, c'est d'avoir le domaine générique, donc un .com, mais alors de faire la distinction langue et pays dans le folder. Donc on va avoir un fr-be, un fr-fr. C'est plus simple en termes de gestion et de coût parce qu'on a évidemment un seul nom de domaine, on a le .com et c'est tout. Donc en termes de gestion, c'est très facile. Mais par contre, le folder, normalement, n'est pas adapté pour le ciblage géographique. Il est très pertinent pour le ciblage linguistique, mais beaucoup moins pour le ciblage géographique. Donc on va un peu moins bien indiquer à Google que en fait on est sur la France ou sur la Belgique. Le risque aussi, c'est d'avoir plus vite du contenu dupliqué. Parce que si Google ne comprend pas qu'en fait on a un contenu francophone dédié à la France et un contenu francophone dédié à la Belgique et que ce contenu-là est dans les 99% identique parce qu'on a juste changé l'un ou l'autre mot, on risque d'avoir du contenu dupliqué parce que Google ne comprend pas assez qu'en fait il est dans deux moteurs de recherche différents. Donc c'est vraiment, on a un moins bon ciblage géographique. Parce que tout ce qui est aussi ciblage dans la Search Console qu'on vous montrera par la suite, avec des folders, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Donc on est vraiment dans une solution qui peut être quand même une bonne optique en termes de gestion et de coût, mais ça va peut-être demander de peut-être un peu plus différencier les contenus pour être sûr de ne pas être face à du contenu dupliqué entre les différents pays de la même langue. Et donc la quatrième option, c'est tout ce qui est sous-domaine, site multilingue. Donc c'est le fait d'avoir, comme on l'a fait aussi nous chez Universem, avoir le côté pays en sous-domaine. Donc nous, on a eu aussi les petites contraintes techniques qui ont fait qu'on a dû mettre les pays et le multilingue, enfin le côté linguistique aussi en sous-domaine, mais si possible d'avoir le fr.monsite.com/fr, NL ou autre, ce serait évidemment encore mieux parce qu'on aurait évidemment juste le pays en sous-domaine et la langue qui resterait dans le folder et donc qui serait vraiment bien distinguée. Les points positifs, c'est d'avoir évidemment le fait d'avoir un seul nom de domaine à gérer, mais qu'évidemment parfois, selon le CMS, avec les sous-domaines, on pourrait avoir un petit peu plus de gestion que la solution 3. Mais on a un ciblage géographique qui peut être déjà un peu plus puissant parce qu'on va déjà pouvoir créer dans la Search Console des comptes différents pour chaque sous-domaine et pouvoir vraiment spécifier la langue de chaque sous-domaine et le pays ciblé. Mais ce n'est pas aussi optimal évidemment que la toute première solution qui est la solution entre guillemets la plus adaptée purement référencement naturel, mais on est déjà dans une alternative. Donc voilà, en fait, on a vraiment quatre solutions qui ont des avantages et des inconvénients. Donc le fait d'avoir plusieurs marchés, plusieurs langues et d'avoir un .com, c'est difficile vraiment de répondre à quelle est la meilleure solution pour vous, parce que comme on le dit, c'est vraiment une solution qui doit être adaptée sur mesure. Et donc, je ne voudrais pas vous donner une réponse qui finalement s'avérera fausse parce que je ne connais pas évidemment vos équipes en interne, ni votre stratégie business, ni même dans le long terme que si vous allez. Parce que forcément, si aujourd'hui vous êtes dans 2 pays, mais que dans 2 ans on sait que vous allez ouvrir 2 pays supplémentaires, ça pourra déjà changer la stratégie parce qu'on va déjà anticiper le fait que dans 2 ou 3 ans vous allez grandir. Donc c'est un petit peu compliqué là. Donc encore une fois, il ne faut pas hésiter évidemment à envoyer des mails ou voir comment on peut peut-être vous guider plus personnellement, parce que je préfère ne pas vouloir donner la solution si finalement, à côté des autres critères business, celle-ci n'est pas assez adaptée pour vous. On veut vraiment fonctionner sur des stratégies sur mesure et réfléchies, adaptées à chacun de nos clients. Donc, c'est justement ce qu'on essaye de mettre en place. En fait, si la distinction géographique est vraiment très claire et que Google sait que ce contenu-là est pour la France et ce contenu-là est pour la Belgique, il n'y aura pas de problème de contenu dupliqué parce qu'on n'est pas indexé dans le même moteur de recherche. Donc voilà, Google fonctionne vraiment avec des index, donc il va collecter tous les sites qu'il va voir et hop, il va les mettre dans son index et les ressortir au moment d'une requête. Si l'index 1 en Belgique et l'autre en France, c'est pas le même moteur de recherche, donc c'est pas dupliqué. Mais c'est pour ça que c'est vraiment très 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 important de pouvoir indiquer très clairement le ciblage géographique. Et donc c'est ce problème de pouvoir trouver la meilleure solution et les meilleures alternatives et les meilleurs compromis finalement pour pouvoir s'assurer d'éviter du contenu dupliqué et donc de pouvoir indiquer assez clairement le pays ciblé au moteur de recherche. Donc, les attributs de langue, donc, pour revenir au vif du sujet, c'est tout ce qui est balise hreflang. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la petite balise, le petit code qui va être intégré aux pages pour faire comprendre à Google que cette page-là est en français pour la Belgique, mais qu'il existe des autres pages
qui sont donc les mêmes pages entre guillemets, mais pour par exemple le français en France, en néerlandais pour la Belgique, en néerlandais pour les Pays-Bas, etc. Donc c'est vraiment un attribut qui permet de cibler la langue et le pays d'une page. Donc c'est un attribut évidemment important, qu'on soit sur plusieurs pays ou même juste sur plusieurs langues, c'est la balise qu'il faut absolument intégrer à son site web. Je vais vous montrer à quoi ressemble cette balise, donc avec un exemple d'avoir par exemple le nom site.be. Donc là on est sur un site qui va être avec une extension géographique BE ou extension FR. On va avoir cette balise hreflang qui va avoir le FR-BE, donc il faut bien penser à la langue d'abord et puis le pays ensuite. Et on va avoir donc le lien qui va être indiqué vers la bonne page. Il faut faire très très attention parce que les balises hreflang sont très utiles, mais mal utilisées, elles vont avoir évidemment un impact négatif sur votre référencement SEO international. Donc il faut toujours bien veiller à ce que sur chaque page, vous ayez une balise hreflang qui pointe vers elle-même, mais aussi vers toutes les autres versions linguistiques. Donc il ne faut pas juste faire les autres versions linguistiques, il ne faut pas s'oublier. Donc voilà, bien faire aussi attention qu'il n'y ait pas d'erreur de syntaxe, donc bien avoir le pays, la langue puis le pays, et surtout bien choisir l'extension géographique. Donc par exemple, pour la Grande-Bretagne, l'Angleterre, on va avoir un .co.uk et pas un .uk. Donc il faut vraiment bien faire attention d'utiliser les codes qui sont les codes géographiques acceptés par Google. Il suffit de faire une petite recherche sur Google, vous trouverez la page avec toutes les extensions géographiques acceptées. Évidemment, ne pas renvoyer une mauvaise URL. Donc ça, c'est quelque chose que l'on rencontre très souvent sur les sites de nos clients. C'est par exemple simplement, le site est par exemple passé il y a 2-3 ans en HTTPS, mais on le voit encore dans les balises hreflang qui réfèrent à l'HTTP. Ou alors il a changé son URL et il n'a pas mis la nouvelle URL dans l'URL renvoyée. Et donc par exemple, hreflang renvoie vers une URL qui est cassée, qui est 404. Tout ça, ce sont évidemment des mauvaises pratiques. Et donc si vous avez une des erreurs ici, votre balise hreflang va perdre toute son utilité. Autre élément technique qui est important, c'est l'hébergement. Donc plus on est proche de la cible et plus ça va être efficace. Même aussi en termes de vitesse, plus on est proche, plus ça va être rapide. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est parfois un peu compliqué. Il y a aussi d'autres petites alternatives qui existent avec tout ce qui est Delivered Network, ça devient quand même un peu compliqué. Donc si vous pouvez évidemment vous rapprocher de votre cible avec l'hébergement, c'est l'idéal. L'autre point technique, on en a déjà un peu parlé justement avec ces choix de nom de domaine et de structure de site, c'est tout ce qui est ciblage géographique dans la Search Console. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la Search Console, c'est simplement un petit outil qui est donné gratuitement pour le coup par Google à tous les développeurs de sites web. Donc vous avez un nom de domaine, vous le mettez dans la Search Console et vous pouvez créer comme ça votre compte qui va répertorier toutes les infos des visites de Google sur votre site. Donc ainsi, par exemple, dans la Search Console, vous avez dans le trafic de recherche le ciblage international et là, vous allez pouvoir indiquer ce site-là est pour la France, ce site-là est pour la Belgique. C'est pour ça qu'avec, par exemple, les sous-domaines, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place pour Universem parce qu'on a pu créer vraiment un compte dédié à chaque pays et vraiment indiquer que cette version du site-là était pour la France, cette version du site-là était pour la Belgique, etc., etc. Donc quand on est simplement dans des folders, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas vraiment considéré comme un domaine en soi. Donc c'est un petit plus qu'on peut donner grâce à cette solution-là. Autre point qui peut avoir une influence en termes de SEO international, c'est votre stratégie de netlinking. Donc évidemment, les backlinks sont quelque chose de très important en SEO, on le sait, mais avoir évidemment des backlinks vers votre site belge et vers votre site français des pays qui sont les mêmes pays, donc avoir des backlinks de sites français vers votre site français et des backlinks de sites belges vers votre site belge, ça aura une influence, ça va vous aider à faire mieux comprendre votre ciblage. Donc évidemment, c'est tous des éléments pris seuls, c'est pas forcément un poids énorme, mais c'est tous des éléments qui, entremêlés, imbriqués, va vous aider à faire vraiment bien comprendre votre stratégie de ciblage au moteur de recherche. Évidemment, quand on parle de netlinking, c'est aussi toute la stratégie de netlinking qu'il faut prendre en compte parce que, encore une fois, selon les pays, on va avoir des techniques qui vont être vraiment différentes. Donc par exemple, en France, l'échange de liens est assez populaire. En Espagne, ils sont encore très forts dans les achats de liens, mais les achats de liens en Belgique ou en France, par exemple, c'est vraiment quelque chose qu'on vous déconseille fortement parce que c'est quelque chose qui est fort pénalisé évidemment par Google. Donc on aura vraiment des pratiques différentes. Au Royaume-Uni, on est aussi très fort sur des influenceurs, des réseaux d'influenceurs. Donc connaître évidemment le pays dans lequel vous allez et ces techniques de netlinking va aussi vous aider à adapter la meilleure stratégie pour ce pays-là.
Les erreurs vraiment courantes à éviter en référencement naturel, international, c'est par exemple aussi avoir des contenus multilingues sur une même URL. Ça peut paraître un peu bête et pourtant c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent aussi. Donc on va avoir par exemple une URL francophone pour la Belgique et là-dedans on va avoir de l'anglais ou on va avoir du néerlandais parce qu'il y a un petit élément en fait du design qu'on a oublié de traduire. Donc quand on parle d'un slogan, c'est pas grave, mais si on commence à avoir un problème vraiment d'un pavé de texte qui est dans une autre langue, on est finalement complètement en contradiction parce qu'on vend quelque chose à Google et finalement on lui donne autre chose, donc il ne sait plus où il en est. Ne pas avoir du tout d'indication géographique dans l'URL, c'est aussi quelque chose qui est une erreur fréquente si on veut évidemment se cibler par pays. Si on est juste dans une optique de langue, c'est peut-être moins grave, mais si on veut vraiment être focus France-Belgique, il faut avoir cette distinction d'une manière ou d'une autre dans votre URL ou dans votre nom de domaine. Ne pas du tout intégrer de balisage réflangue si vous êtes dans des contenus avec plusieurs pays ou plusieurs langues, c'est aussi quelque chose qu'on vous déconseille fortement parce que c'est l'élément le plus important dans le SEO international. Ne pas donner aussi la possibilité à l'utilisateur de changer de langue, c'est quelque chose qu'on ne recommande pas parce que même si on a toute une stratégie pour faire en sorte que via les moteurs de recherche ou via en tapant directement le nom de domaine dans la barre de recherche, on a toute une redirection d'adresse IP ou autre qui permet de pouvoir essayer de le géolocaliser. On vous conseille toujours de pouvoir donner cette opportunité de changer de pays ou de langue parce que c'est des stratégies qui ne sont jamais à 100% efficaces et il peut toujours y avoir un utilisateur qui se retrouve peut-être parfois sur la mauvaise version et donc il faut toujours pouvoir lui donner l'opportunité de changer. Et enfin, de pouvoir éviter, c'est vraiment lié à toutes les recommandations qu'on nous a données avant, de n'évidemment pas mélanger tous les pays et toutes les langues dans votre stratégie de linking, que ce soit en interne ou en externe. Donc par exemple, si vous êtes dans votre blog belge, essayez de faire des liens vers vos pages produits belges, mais pas vers vos pages produits françaises, parce que sinon vous allez complètement... c'est toujours cette idée de pouvoir toujours rester cohérent et logique, et donc... on va garder la Belgique avec la Belgique et la France avec la France. Donc, ce n'est pas idéal pour le côté peace et on vivons tous ensemble. Mais voilà, dans ce côté-là, c'est vraiment très national. Restez vraiment dans chaque pays pour vos liens. En conclusion de toute cette dense présentation, donc j'espère que vous avez pu digérer toute cette information-là. Voilà, donc la conclusion, c'est vraiment garder à l'idée qu'il n'y a pas une loi universelle à suivre, mais vraiment différentes options à voir selon votre cas personnel et vraiment comprendre que le SEO international, ce n'est pas simplement une simple traduction, donc bêtement faire appel à une agence de traduction qui n'est peut-être même pas, elle, adaptée au SEO, mais qui est juste une agence de trad, et vraiment réfléchir le SEO international à la base même, avant même la création du site web. Donc vraiment, c'est avant tout une décision business, avant même d'être une décision digitale. Les choix techniques vont évidemment beaucoup dépendre de vos objectifs et de vos moyens. Donc, comme on le disait, selon votre organisation interne, vos équipes, etc., vous allez choisir des techniques différentes. Et évidemment, comme dans n'importe quelle stratégie digitale, on ne fait pas de stratégie sans mesurer. Et donc, bien mesurer évidemment votre stratégie pour pouvoir l'adapter, la réajuster aux besoins et voilà, faire en sorte que vous soyez dans la meilleure optique possible. Comme on finit toujours sur une petite citation. Voilà, donc comme le disait de Peter Brabeck, l'important c'est de toucher évidemment les gens qui comptent et non de toucher les gens que l'on touche, de compter les gens que l'on touche. Donc vraiment ne pas penser quantité mais penser qualité et donc vraiment toujours bien réfléchir à son ciblage avant même de se lancer. Voilà, donc merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, on peut encore rester un peu live le temps de ces questions.